Aujourd'hui, le Squad, on est à l'hôpital de la Timone de Marseille afin de parler d'un sujet dont on parle beaucoup trop peu, mais qui peut littéralement changer la vie en une fraction de seconde. T'as déjà vu un sportif sonner sur un terrain et tu t'es dit c'est rien, il est solide et il va revenir rapidement. Et si je te disais que ce rien, c'est parfois le début d'un effondrement invisible, cognitif, émotionnel, voire neurologique, qui peut durer des jours, des mois, voire même des années, comme on le verra avec certains témoignages de mon entourage. Mon invité du jour, Alizé Pan, neuropsychologue, accompagne au quotidien des patients touchés par des commotions cérébrales. Prépare-toi donc à déconstruire, à comprendre et peut-être à changer ton regard sur l'impact des commotions. Alizé, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Merci beaucoup. Oui, je m'appelle Alizé Pan, je suis psychologue, neuropsychologue, neuroscientifique. Je travaille ici en service de neurochirurgie à l'hôpital de la Timone depuis de nombreuses années. Je me suis spécialisée dans le traumatisme crânien d'abord chez le patient tout venant. Et depuis quelques années, on a créé avec mon chef de service, le professeur Dufour, et un neuroradiologue de l'hôpital, Yann-Patrick Stellman, un groupe spécialisé dans la prise en charge des commotions cérébrales des athlètes de haut niveau qui s'appelle le BIGS, le Brain Injuries Group Study. On se réunit régulièrement pour étudier la littérature scientifique et puis surtout pour élaborer des protocoles de prise en charge des athlètes de haut niveau sur la région, le bassin méditerranéen, et puis établir des liens avec d'autres équipes de spécialistes et des équipes de sportifs au niveau national. C'est vrai que j'ai commencé par parler de commotion cérébrale. Tu as introduit aussi le terme de traumatisme crânien. Il y a beaucoup de sportifs qui ne connaissent ni l'un ni l'autre terme. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et puis nous dire les différences? Eh bien justement, c'est le gros problème principal, c'est la méconnaissance du fait que la commotion cérébrale, c'est un traumatisme crânien. Alors on a par abus de langage lié la commotion cérébrale au sport uniquement, comme si c'était une maladie du sport. Mais en fait, le traumatisme crânien léger, c'est la commotion cérébrale. Et donc la commotion cérébrale, c'est le premier stade des traumatismes crâniens légers. Après, on a évidemment une graduation de plus en plus sévère du traumatisme crânien, ce qui ne concerne pas la commotion, mais la commotion fait bien partie des traumatismes crâniens. Donc on va retrouver des similarités entre un traumatisme crânien léger du patient tout venant, de la dame qui est tombée dans les escaliers, ou, de l'accidenté de la route, et la commotion cérébrale de l'athlète de haut niveau ou de l'athlète amateur d'ailleurs. Donc une commotion cérébrale, c'est un dysfonctionnement neurologique qui est la conséquence d'un choc porté de façon directe à la tête ou bien porté au corps et qui entraîne une propagation en fait, du mouvement à la tête et qui va donc entraîner un mouvement du cerveau dans la boîte crânienne et conduire à des perturbations neurologiques qui sont transitoires. Ces perturbations, elles peuvent s'observer entre 0 et 72 heures à peu près. Elles peuvent émerger entre 0 et 72 heures également, et puis ensuite elles vont disparaître tranquillement si on respecte bien les critères de repos. Ok, justement, on parlera un peu de tout ça. Souvent, quand il y a un choc, comme tu le disais, soit à la tête, soit même, et je pense que c'est encore plus vicieux quand c'est au niveau du corps, et qu'il y a une translation au niveau de la boîte crânienne, et on se dit que ça va passer, que on est solide. Je pense notamment avec les personnes, notamment du sexe masculin, pour caricaturer un peu les choses. Mais d'un point de vue physiologique, qu'est-ce qui se passe réellement dans le cerveau? Si tu pouvais nous l'expliquer de manière vulgarisée. Alors, la particularité aussi de la commotion, c'est que ce dysfonctionnement neurologique, il est fonctionnel et pas structurel. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir le mettre en évidence à l'imagerie standard. Bon, la radio, déjà, c'est niette pour le cerveau, mais le scanner et l'IRM ne vont rien mettre en évidence. Donc, c'est un peu déconcertant pour les spécialistes, pour le monde médical qu'on représente, parce qu'effectivement, on a un choc, il se passe quelque chose, un patient qui se plaint, qui est symptomatique, mais rien à l'imagerie. Donc c'est typiquement, effectivement, quelque chose dont il faut tenir compte de façon impérative, c'est la symptomatologie. Et c'est compliqué de savoir exactement ce qui se passe si on n'a pas d'outils nécessaires, notamment d'outils d'imagerie, pour aller regarder dans le détail ce qui se passe au niveau neurologique au moment où ça se passe. Mais ce qu'on sait, malgré tout, bien qu'il y ait encore énormément de choses à découvrir au sujet
parler du traumatisme crânien léger et de la commotion cérébrale. Ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir une cascade d'événements métaboliques qui va se déclencher. Des modifications au niveau des taux de glucose, des modifications d'oxygénation, des modifications de la perfusion cérébrale, c'est-à-dire de l'afflux de sang dans le cerveau. On peut observer quand même des micro-hémorragie quand on a des séquences d'imagerie qui sont très spécifiques et que le choc a été assez important, mais ce n'est pas du tout le cas pour tous les patients qui sont en fait liés à des micro-cisaillements, des déchirures en fait, des axones des neurones dans le cerveau. Donc on va avoir des micro-hémorragies, ce n'est pas obligatoire du tout, mais c'est une possibilité. Et puis des modifications, tout un tas de modifications d'activation qu'on pourrait éventuellement observer à l'IRM fonctionnel, si on observait le cerveau à l'IRM fonctionnel. Donc c'est tout un tas de choses qui vont se passer de façon très silencieuse, de façon insidieuse et surtout totalement invisible à l'œil nu ou avec les technologies d'imagerie actuelles, mais qu'on commence quand même à connaître et qu'on commence aussi à pouvoir observer, notamment par le dosage des biomarqueurs. On va pouvoir aller regarder ce que le cerveau libère au moment du choc et qui va traverser la barrière hémato-encéphalique pour se retrouver dans le sang et qu'on va venir pouvoir doser dans le sang ou bien dans la salive même, avec des biomarqueurs qui commencent à être vraiment de plus en plus étudiés pour voir ce qui se passe justement au niveau neurologique précisément. Mais en tout cas, c'est toute une cascade neurométabolique, fonctionnelle et non pas structurelle. On ne voit rien, mais il se passe des choses pour autant. Ok. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on peut voir dans les troubles musculo-squelettiques et toute la traumatologie, où c'est vrai qu'on peut avoir tendance à très vite se rassurer et ça peut même avoir un effet nociceptif avec les imageries. Et au final, soit effectivement il y a quelque chose et ça va être complètement nociceptif, mais en fait en clinique ça va. Ça peut être aussi l'inverse et on ne comprend pas parce qu'effectivement il n'y a rien à l'imagerie et il y a ce truc encore qui perdure pour les patients. Imagerie normale, fonctionnement normal, c'est ok, soyons rassurés, tout est bon, on peut y retourner. Et ce n'est pas le cas, il se passe effectivement quelque chose. Alors le patient le ressent, il sent bien qu'il n'est pas dans son état normal. Donc il faut être vigilant à la symptomatologie. Et tu parlais donc de sévérité, donc un continuum au niveau du traumatisme crânien. Est-ce que l'impact du choc peut expliquer la sévérité ou est-ce que c'est complètement décorrélé? Oui, la force, la puissance du choc, effectivement, peut expliquer la sévérité. Et puis après, il y a toute la présentation clinique, il y a les antécédents, il y a le mécanisme du choc également. C'est évidemment pas la même chose d'être dans sa voiture à 30 km/h que d'être dans une mêlée. Même si on va quand même avoir des similarités sur le mouvement qui est imprimé au cerveau. Tout ça, ça reste un mouvement qui fait un cerveau qui fait un mouvement d'avant en arrière dans la boîte crânienne ou bien un mouvement sur le côté. Mais en tout cas, il y a effectivement quelque chose qui se passe de l'ordre d'un mouvement trop intense du cerveau dans la boîte crânienne. D'accord. Et ce continuum entre traumatisme crânien léger et traumatisme crânien grave, il va être évalué par des échelles qui sont surtout l'échelle de Glasgow, qui est une échelle de conscience. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le traumatisme crânien léger, il n'y a pas forcément de perte de conscience, et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de perte de conscience que ce n'est pas grave non plus. On peut effectivement garder une vigilance pendant tout le déroulé du traumatisme et pour autant être très affecté sur le plan neurologique. La commotion cérébrale, d'ailleurs, ce n'est pas du tout un critère de diagnostic, la perte de conscience. Et justement, est-ce qu'on connaît la proportion de traumatisme sans perte de connaissance et avec. Alors ça, moi, je ne la connais pas en tout cas. Elle existe très certainement qu'il y a des études qui se sont attelées à faire ce dénombrage des commotions ou en tout cas des traumatismes crâniens avec et sans perte de connaissance. Moi, je ne le connais pas précisément, donc je ne pourrais pas te dire. Mais ce qui est clair, c'est qu'en tout cas, dans la commotion cérébrale, la perte de connaissance, elle n'est pas du tout systématique. Et pour autant, la commotion est avérée. Ouais.
Effectivement. Et afin qu'on se rende compte un petit peu de l'impact de ce phénomène, est-ce que tu aurais des chiffres à nous donner sur l'épidémiologie de la commotion cérébrale? C'est assez énorme, hein, parce que justement, je pense que ça peut être intéressant. Le traumatisme crânien, tu vois, c'est déjà, quand tu regardes dans la population générale, c'est aux États-Unis, un traumatisme crânien léger, hein, ça va être 15 à 20% des blessures qui nécessitent une prise en charge médicale dans le sport. De façon, dans la population générale, hein, de toute la, on va dire, population mondiale, tu vas avoir entre 45 et 55 millions de traumatismes crâniens par an. Par an. Tout traumatisme crânien confondu, de la commotion au traumatisme grave. Mais c'est ceux qui sont dénombrés. Et évidemment, ceux qui sont les plus insidieux, c'est les traumatismes crâniens légers, dont la commotion, parce qu'on va avoir plein de patients qui sont non déclarés. Tout cela qu'on comptabilise, c'est ceux qui passent par les urgences, par le médecin, par l'équipe médicale d'un club, etc. Mais il y a tous ceux qu'on n'a pas comptabilisés. Donc le traumatisme crânien, c'est vraiment une plaie au niveau médical. Et il y en a énormément. Et donc, il s'agit vraiment de s'y intéresser. Et la commotion cérébrale, donc le traumatisme crânien lié au sport, ça reste une blessure extrêmement fréquente dans le sport. Et après, quand on vient chercher dans les sports spécifiques, les sports de contact comme le rugby, ça va être 20% des blessures qui sont comptabilisées, qui sont en fait des commotions. Oui, effectivement. Mais exactement. Et puis on se rend compte que finalement, c'est une population qui ressemble à celle de la France, en fait, si on met les choses en proportion. Donc, ce qui est quand même conséquent, voire même plus, parce qu'effectivement, il y en a qui sont juste pas diagnostiqués. Donc, c'est conséquent. Et puis, on parlera après des effets qu'il peut y avoir sur le court, moyen et long terme. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un peu des signes qui doivent nous alerter sur le terrain, notamment quand il n'y a pas de perte de connaissance. Et quels sont même les symptômes qui peuvent passer inaperçus par éventuellement déjà le staff médical, mais on sait que dans le sport amateur, il n'y en a pas forcément, donc ça serait éventuellement les coachs, les parents et tous ceux qui encadrent les sportifs amateurs. Bon, déjà, il y a le phénomène biomécanique, il faut effectivement, mais là encore faut-il qu'il y ait des observateurs qui aient pu noter qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un choc qui vient d'avoir lieu anormal. Donc déjà, il y a le mécanisme qui doit nous alerter. Là, c'est un mauvais plaquage, par exemple. On peut se douter que la tête va quand même subir des conséquences. Un choc, coude contre tête, quelque chose d'anormal qui pourrait laisser penser qu'en tout cas, la tête a pris un coup ou que le corps a reçu un coup suffisamment fort pour que l'énergie soit transmise à la tête. Donc, première chose, observer le jeu tout simplement et voir un athlète qui se comporte de façon anormale juste au décours de ce choc. Ensuite, il y a effectivement le comportement de l'athlète sur le moment. Est-ce qu'il perd connaissance ou non? Et s'il ne perd pas connaissance, est-ce qu'il se plaint immédiatement de troubles de l'équilibre? Il se remet sur ses pattes et puis on voit qu'il a une marche brilleuse, il titube, il porte ses mains à la tête parce qu'il a mal, il se plaint de troubles de la vue, voire moins bien, avoir la sensation d'un champ de vision amputé sur les côtés. Est-ce qu'il est confus? Il n'est pas capable de dire à quel moment du match on se trouve, qui vient de marquer, contre qui il joue. Un joueur comme ça qui est un peu dans un état confus, ça doit laisser penser qu'il se passe quelque chose. Donc, trouble de l'équilibre, confusion, trouble mnésique, il ne sait pas ce qui vient de se passer. Il est là, incapable de dire ce qui s'est passé, vertige, nausée. Un athlète qui est nauséeux, voire qui vomit sur le terrain, ça doit aussi alerter. Bon, il y a beaucoup de signes comme ça qui sont déjà à repérer et d'autres qui peuvent effectivement passer plus inaperçus, qui sont plutôt comportementaux, de type irritabilité, agressivité.
on peut ne pas tout avoir. C'est là que ça devient vraiment complexe et qu'il faut bien connaître les personnes avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on joue, sur le plan de la personnalité aussi. C'est important qu'un coach soit alerte sur la personnalité habituelle de son joueur en situation de match. Parce qu'il y a des gens qui sont très doux, très calmes en dehors des matchs et puis qui sur le terrain sont belliqueux. Alors ils sont normalement belliqueux. Il n'y a pas un choc particulier qui les a aggravés. Mais d'autres qui vont se comporter de façon très agressive et irritable, et ce qui est tout à fait inhabituel. D'autres qui vont tout simplement mal se déplacer sur le terrain. C'est-à-dire qu'on le voit par exemple quand on regarde certaines vidéos de matchs de foot notamment, où là c'est beaucoup moins fréquent d'aller mettre en exergue la commotion. On laisse beaucoup plus fréquemment les joueurs sur le terrain parce que les têtes, même si on en parle de plus en plus des têtes au foot qui sont pourvoyeuses de traumatisme, malgré tout, c'est pas quelque chose de démocratisé. Et donc, il arrive qu'on observe tout simplement de mauvais déplacements de l'athlète. Il n'est pas à sa place déjà, tout simplement. Il n'a rien à faire là. Il est censé être à droite, il est à gauche. Il ne va pas dans le bon sens. Enfin, c'est là aussi quelque chose qui doit alerter, de se dire, mais en fait, il joue, mais il ne joue pas, il joue pas normalement. Il continue, il est acharné dans son truc, mais ça doit alerter. Donc, il y a plein de choses qui doivent être... qui doivent laisser penser qu'effectivement il se déroule quelque chose d'anormal qui doit nous faire interrompre le jeu. La chose la plus importante, c'est de se dire que s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. On arrête. En fait. Au moindre doute, il n'y a pas de doute. On sort le joueur, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un amateur, d'un pro. Au moindre doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et pour ça, il faut être formé, il faut être sensibilisé, que ce soit dans le sport amateur, dans le sport des juniors ou dans le sport professionnel. Il faut des gens qui sont alertes sur ces questions-là. Et ça, c'est notamment l'objectif de notre groupe de travail du fameux BIGS qu'on a développé ici, où on vient faire de la formation auprès des clubs, auprès des clubs amateurs, sur la reconnaissance de ces signes précoces de traumatisme crânien léger. Et qu'est-ce qu'on en fait après? Comment est-ce qu'on peut évaluer sur le terrain quand on n'est pas à l'aise avec des outils qui sont des outils professionnels? Malgré tout, il y a des petites questions qui sont simples à poser à un jeune ou à un amateur pour savoir s'il est dans son état normal ou non. Et justement, tu me fais une passe décisive. Quels seraient les outils qu'on pourrait utiliser, peut-être avec des professionnels qui sont formés, staff médicaux, peut-être préparateurs physiques, etc. Et d'autres qui ne le sont pas. Mais voilà, je pense encore une fois à des coachs amateurs, voire même éventuellement des parents, des accompagnants, des bénévoles, ce genre de personnes. Alors effectivement, nous, on intervient auprès des accompagnants dans les associations sportives de jeunes pour les former. On essaye de faire de l'information au maximum aux parents aussi. On a développé tout un tas de fiches techniques qui expliquent les premiers symptômes et la conduite à tenir en cas de doute, justement. Donc ça, c'est du matériel qui déjà devrait pouvoir être à disposition dans les clubs ou affiché, ou comme ça. On a toujours la possibilité d'avoir recours à une fiche mémo qui est là et qui dit « Ah bah oui, tiens, effectivement, il a l'air de cocher 2-3 symptômes, pas de doute, je le sors ». Les coachs, c'est hyper important qu'ils soient informés. La plupart le sont, de plus en plus. Ça dépend des sports, évidemment, mais des sports comme le rugby, le football américain, le hockey, il y a quand même une sensibilité particulière à ces questions-là. Et donc, il y a des échelles qui existent. Il y a l'échelle de Madoc, par exemple, le questionnaire de Madoc, qui est très, très simple, qui peut être adapté en plus à la population selon l'âge, qui consiste à poser 5 questions très simples aux joueurs, savoir à quel mi-temps on se trouve, quel est le score, qui a marqué dernièrement, contre qui est-ce qu'il a joué la semaine qui précède. Voilà, moi je le connais pas très bien parce que je suis pas sur le terrain, mais globalement ce sont des questions de ce type-là et qui peuvent être facilement adaptées à tout type de population, même si c'est les plus jeunes, on peut aussi trouver un moyen de poser les questions. Et c'est des questions toutes simples, comment est-ce que tu t'appelles, comment s'appelle ton coach, des choses qui peuvent être adaptées mais qui permettent déjà de voir est-ce que l'enfant ou le jeune
et a l'air d'être confus ou est-ce qu'il est au clair avec ce qui se passe actuellement. Et puis après, il y a des outils qui sont plus spécifiques comme la SCAT6 ou la SHIA, qui sont des outils qui ont vraiment été développés par les fédérations et qui là vont évaluer de façon très efficace et rapide les symptômes comportementaux, l'état neurologique, l'état de l'équilibre, et puis quelques items plus cognitifs, où là on va pouvoir en 5 minutes screener l'état du joueur et pouvoir surtout le comparer à un état antérieur qu'on sera venu tester en pré-saison sur une baseline pour pouvoir dire oui, alors effectivement là il ne répond pas du tout de la même manière que d'ordinaire, ou il ne répond pas de façon différente, même si c'est discrète, mais en tout cas c'est pas son score habituel, donc on a un doute, on le sort. C'est marrant parce que donc, tu me parles de ces outils SCAT6 et Madoc. Enfin, moi, j'ai toujours travaillé avec une petite fiche que j'ai dans ma trousse de soins quand je suis sur le terrain. Et je pense qu'à l'instar d'un défibrillateur, il faudrait peut-être que ça soit présent à tout endroit où il y a un défibrillateur peut-être, et que ça soit juste au même endroit, quoi. Des choses qui sont assez simples et qui mériteraient effectivement d'être diffusées, d'avoir de l'information déjà, rien que ça. Et même si on ne fait pas intervenir quelqu'un d'un groupe de spécialistes, d'experts de la commotion et du traumatisme crânien pour venir faire de la formation à proprement parler, ne serait-ce que se passer une fiche sur laquelle on a les informations générales et le contenu à retenir, c'est déjà énorme. C'est déjà accéder à la connaissance de l'existence de cette pathologie, en tout cas de ce traumatisme, et de qu'est-ce qu'on peut en faire. Ne serait-ce que ça. C'est-à-dire, bah oui, ça existe. Ça existe aussi dans ce sport. C'est pas que du rugby. Oui, parce que c'est le sport sûrement qui le démocratise le plus, où on en parle le plus dans les médias, mais en fait ça peut impacter n'importe quel sport. Tout à fait. Alors évidemment, il y en a qui sont plus à risque. Il y a moins de risque de se faire une commotion cérébrale dans un studio de danse que sur un terrain de football américain. Mais malgré tout, si on fait du hip-hop, si on fait de la capoeira, c'est jamais anodin. On peut avoir un choc et ça mérite d'être porté à la connaissance des encadrants, des parents et puis tout simplement des pratiquants aussi. Après, si tant est que celui qui le pratique ait encore ses capacités de discernement, ce qui là devient aussi une variable incontestable à prendre en considération, parce qu'on va avoir certains athlètes de haut niveau ou des athlètes amateurs qui, pris dans le jeu, dans l'émulation, dans le désir d'aller au bout, vont pousser, vont vouloir rester à tout prix, vont même nier l'existence d'un choc ou de symptômes et le font par envie de poursuivre, le font par bonne connaissance du fait que si on déclare, on risque de sortir, mais pour certains le font par manque de discernement et non pas par envie de rester, mais parce que tout simplement là ils ne sont pas en pleine capacité, en pleine possession de leur capacité cognitive pour dire oui, c'est parce quelque chose d'anormal et je dois m'arrêter. Ok, je vois. Et donc on va parler un petit peu du parcours de soins quand un joueur, que ce soit à l'entraînement ou en match, et je parle joueur en fait, un sportif en compétition à l'entraînement, on détecte qu'il y a quelque chose d'anormal, on va le sortir de son jeu, de sa discipline. Suite à ça, donc il faudrait poser un diagnostic. Oui. Selon toi, quel est le parcours de soins? Est-ce qu'on doit aller directement voir un neuropsychologue? Comment tu vois les choses dans le parcours de soins d'un sportif notamment? Heureusement, on n'a pas besoin de médicaliser systématiquement la prise en soin d'un traumatisme crânien léger de type commotion sur le terrain. Heureusement que ce n'est pas le cas. Malgré tout, alors évidemment, il faut différencier la pratique en club amateur d'une pratique d'athlète de haut niveau. La grande chance des athlètes de haut niveau, c'est d'avoir à disposition un staff médical. Donc évidemment que la prise en charge pour eux se fait naturellement et qu'on a, au-delà d'un médecin de match qui vient constater ce qu'il se passe ou d'un médecin d'équipe qui constate ce qui se passe en dehors du match, parce que ça peut évidemment arriver aussi à l'entraînement, ce n'est pas uniquement quelque chose qui se passe sur le terrain, ça peut survenir lors d'entraînement.
évidemment, eux vont être pris en charge par le staff médical, donc le médecin de match, le médecin d'équipe, les kinés qui sont sensibilisés à ça, les soigneurs, un ostéopathe. Il y a toujours quelqu'un là pour faire le suivi. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, il y a tout de suite la prise en charge sur le terrain. Donc la personne qui est sur le terrain qui va identifier, reconnaître qu'il se passe quelque chose. On ne va pas poser un diagnostic avéré sur le terrain parce que de toute façon, ça reste un diagnostic clinique sur la base de symptômes et non pas un diagnostic objectif sur la base d'examens médicaux qui vont être réalisés. Donc on fait cet examen clinique et là on a un arbre décisionnel. Est-ce qu'il y a une perte de connaissance? Bon, direct là, c'est bon, on sait exactement ce qu'il y a à faire, on sort le joueur et on va venir régulièrement l'évaluer sur le plan neurologique, cognitif, moteur, visuel, vestibulaire. On va faire toute cette évaluation de façon régulière et en général, elle est faite par le médecin de l'équipe ou par les kinés ou par un médecin du sport qui est attaché au club. Ça va se faire toutes les 24 heures pendant 3 jours à peu près. Et puis après, on peut prendre avis effectivement auprès de spécialistes. C'est ce qui se passe, nous, ici à la Timone, pour les clubs professionnels. On va recevoir les athlètes de façon quasi systématique à 72 heures du traumatisme pour la mise en place de tout un tas d'examens spécifiques qui n'ont rien à voir avec la population tout venante, qui va évidemment pas avoir un accès comme ça immédiat, parce que ce n'est pas forcément nécessaire, mais on pourra discuter des raisons pour lesquelles on le fait dans ces conditions-là. En tout cas, ça c'est pour ce qui concerne club professionnel, on va dire. Ensuite, il va être suivi effectivement par des spécialistes dont le neurochirurgien, le neuropsychologue, le neuroradiologue, l'ophtalmo, l'orthoptiste vont se mettre en place tout un tas de choses qui pourraient être appliquées d'ailleurs à d'autres patients qui ne sont pas forcément des athlètes de haut niveau. Pour les amateurs, c'est plus compliqué. Parce que là, tout va reposer effectivement sur la pertinence des personnes qui sont présentes et qui vont objectiver ou en tout cas soulever le doute de l'existence d'une commotion cérébrale. Et pour autant, il faut qu'il y ait un avis qui soit donné, en tout cas un avis objectif, et qu'on puisse aussi surtout faire une photo du fonctionnement de cet athlète à ce moment-là pour aussi apprécier finalement la cinétique de son comportement et de ses symptômes comme on le ferait en dosant un biomarqueur. C'est un critère objectif, je dose le biomarqueur, il est au plafond et je vais le redoser régulièrement pour aller voir sa cinétique. Pareil avec la présentation clinique d'un athlète amateur, on fait une photo de son fonctionnement à un moment T, et puis on va pouvoir apprécier sa récupération progressive. Donc idéalement, il faudrait aller voir son généraliste ou son médecin du sport, si on est suivi par un médecin du sport, assez rapidement après le choc, en cas de doute. Et a fortiori, quand c'est un enfant, il faut évidemment aller voir son médecin généraliste. Ok, c'est bien que tu le précises. Ouais. C'est impératif. Il faut être passé, même si on a l'impression que c'est pas grave, les choses peuvent se compliquer. C'est vraiment un traumatisme insidieux. Les symptômes apparaissent pas forcément immédiatement, peuvent apparaître avec un peu de retard, jusque dans les 72 heures qui suivent le choc. Et donc, on n'est pas allé voir le médecin, on n'a pas été ausculté correctement. Et on se retrouve avec un enfant ou un ado à la maison qui se comporte quand même pas comme d'habitude. Et il y a des choses qui sont à mettre en place assez rapidement, qui sont simples et qui permettent vraiment une récupération satisfaisante. Donc ça mérite d'être passé entre les mains d'un médecin ou d'un médecin du sport. Ouais. D'accord. Et du coup, quels sont les traitements, les protocoles que tu recommanderais et finalement, déjà comme ça. Alors, pour les sportifs, on va dire que ça concerne tout le monde, il y a un repos strict qui est à suivre pendant les 24 à 48 heures qui suivent le traumatisme. C'est repos strict. Repos strict, c'est repos de charge cognitive, physique, sociale et numérique. C'est-à-dire qu'on va s'éviter l'exposition aux écrans,
tout type d'écran, hein. C'est pas de jeux vidéo, je m'ennuie pendant 48 heures, c'est sûr. Mais on évite les jeux vidéo, les réseaux sociaux sur la tablette ou sur le téléphone, tout ça c'est kiff-kiff, c'est de l'écran. On évite l'exposition numérique, éviter les interactions sociales également, pas trop d'interactions sociales, et éviter la charge cognitive et la charge physique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau, il a souffert. Même si on ne l'objective pas forcément à l'imagerie, on l'objective malgré tout avec un dosage des biomarqueurs, on l'objective avec toutes les études qui ont eu lieu et qui ont encore lieu sur cette cascade d'événements neurobiologiques dont on a parlé au début de la séance. On l'objective et on sait que le cerveau il va avoir besoin de récupérer, il va avoir besoin de glucose, il va avoir besoin d'oméga 3, il va avoir besoin de plein de ressources, enfin plein d'éléments pour justement pallier les difficultés qui ont lieu pour lui à ce moment-là, pour le faire revenir à un fonctionnement normal. Mais si on a des activités en parallèle, ces activités, elles sont consommatrices aussi de ressources. Donc, qu'est-ce qui se passe? On n'alloue pas toutes les ressources à la récupération spontanée, ce qui n'est pas bon. Si on a une division des ressources vers d'autres tâches, c'est qu'on n'a pas une allocution totale des ressources vers la récupération spontanée de la commotion. Donc 24 à 48 heures de repos, c'est finalement pas si long dans une vie quand il s'agit de laisser le cerveau récupérer tranquillement et revenir à des taux de base à peu près normaux et à un fonctionnement neuronal normal aussi. Laisser les neurones récupérer leur fonctionnement et pas être dans cette hyperexcitabilité qu'on peut voir justement en début de traumatisme. Il y a tout un tas de choses comme ça qui vont se sédimenter, on va dire, pendant ces 48 heures. Ensuite, le repos qui auparavant était préconisé sur une longue durée, on sait qu'il est contre-productif en revanche. Donc il va falloir assez rapidement se remettre à la tâche, mais se remettre à la tâche de façon progressive, à la fois sur les tâches cognitives et sur les tâches physiques. Et ça va devoir être justement encadré. Il va falloir que le retour à l'école soit limité en termes de petites quantités dans les 3 jours qui suivent ces fameuses 48 heures de repos. Petite quantité, donc on fait qu'une matinée, on voit comment ça se passe et puis on augmente la charge peu à peu. Pareil pour le travail, on ne retourne pas systématiquement au travail, on fait un retour progressif à la charge. Pareil pour l'exposition aux écrans, on n'en fait pas trop. Et pareil pour la reprise progressive physique. On la fait de façon accompagnée si on a la chance d'être accompagné par un prépa physique ou par des kinés quand on est professionnel. Et on la fait avec bon sens quand on est amateur et qu'on se connaît quand même bien, avec des montres connectées, avec des pourcentages du coup de fréquence cardiaque max. Et on se met comme ça des petits paliers, des petits steps à atteindre. Et si on a des manifestations symptomatiques à tout moment de la reprise progressive, on s'arrête en fait. On revient au palier qui précède, auquel on était confortable. On n'avait pas encore de symptômes. Mais tout ça, ça s'encadre. Et effectivement, c'est là que la pertinence d'être allé voir un spécialiste, un médecin, qui n'est pas forcément un spécialiste de la commotion, mais qui est un spécialiste de la médecine, est nécessaire parce qu'il va pouvoir encadrer cette reprise progressive et dire, voilà, là, je vous mets en arrêt de travail pour 2 jours et ensuite, vous allez reprendre progressivement l'activité professionnelle. Parce que souvent, on se dit, bah oui, c'était au sport, j'arrête le sport. Bah non, en fait. Le cerveau, il va fonctionner tout le temps. Même quand tu dors, il fonctionne. Donc, non, il faut se mettre au repos, au vrai repos, le travail y compris. Ouais, effectivement. Et donc, il va y avoir tout un tas de choses à respecter dans les suites du traumatisme crânien léger pour optimiser la récupération. Ce qu'on sait globalement, c'est que ça récupère bien, ça récupère naturellement, qu'il n'y a pas de traitement particulier, qu'il n'y a pas d'examen spécifique à faire, mais qu'en revanche, il faut observer des phases très strictes de reprise progressive, de repos strict puis de reprise progressive jusqu'à une activité normale et que, en gros, entre 7 à 10 jours, on retrouve son fonctionnement normal. Mais pendant ces 7 à 10 jours, il faut être quand même vigilant. Qu'au-delà de 14 jours, on commence quand même à se dire qu'il faudrait peut-être voir quelqu'un qui est plus au fait des traumatismes crâniens et qu'au-delà de 6 semaines, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle le syndrome commotionnel prolongé. Donc là, c'est autre chose, ça va être une chronicisation des symptômes. Donc il faut quand même se dire que si on veut éviter d'en arriver là, il y a bien des choses à respecter en amont et qui sont vraiment pas compliquées.
mais qui nécessitent d'être respectées de façon très stricte. D'accord. On parlera après de la chronicisation, parce que j'ai 2 témoignages de mon entourage qui sont sur 2 contextes différents, donc ce sera intéressant. Est-ce qu'il y a quand même, au-delà du non-respect de ce que tu viens de dire, des facteurs qui pourraient compliquer cette guérison? Oui, tout à fait. Il y a des facteurs qui viennent, alors pas forcément la compliquer, mais déjà il y a une extrême variabilité individuelle dans la présentation clinique de la commotion. Ça, on le voit chez les athlètes de haut niveau. Il y a des rugbymen qui prennent des coups sur la tête qui sont énormes et qui ne se présentent pas très symptomatiques. D'autres qui prennent un choc et qui ensuite ne supportent plus de prendre d'autres chocs, qui tout de suite vont avoir une manifestation symptomatique très intense. Et c'est exactement la même chose dans la population générale. Des personnes qui vont avoir vraiment beaucoup de symptômes avec un seul choc, d'autres qui vont en avoir par la multiplicité des chocs, et d'autres qui vont relativement ne pas en avoir, récupérer relativement bien à chaque fois. Et même si on sait que la chronicisation, elle vient avec la multiplicité des chocs. Mais on va avoir cette très grande variabilité. Et en plus de cette variabilité déjà interindividuelle dans la manifestation symptomatique, on va avoir des facteurs qui vont venir rendre ça encore plus variable, que sont le sexe. On sait que les femmes sont plus sensibles à la commotion cérébrale et vont avoir des symptômes qui vont être plus sévères. Pourquoi? On n'est pas encore aux explications, mais ce qu'on sait, c'est qu'elles vont avoir une fragilité plus importante à la commotion cérébrale et à une récupération plus complexe. Les enfants aussi vont avoir plus de difficultés et une récupération plus complexe. Ils sont plus fragiles à la commotion parce qu'on a un cerveau qui est en cours de développement neurologique, qui est en cours de maturation. On est loin d'avoir un cerveau mature et qui sont beaucoup plus insidieux aussi dans la mesure où les manifestations ne vont pas forcément être observables sur le moment. C'est-à-dire que les symptômes, en tout cas les séquelles à long terme de la multiplicité de commotions cérébrales vont pouvoir s'observer parfois à distance parce que tout simplement on ne sera pas encore en mesure d'observer ce que l'enfant est censé être capable de faire et qui va lui poser problème à l'âge de 8 ans. On ne le verra pas. En revanche, dans le développement neurologique, il serait censé faire des choses à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, qui tout à coup semblent être plus complexes que chez un autre enfant. D'accord. Et là, on commence à se dire, ah bah oui, mais c'est peut-être parce que cet enfant, dans l'enfance, dans la plus petite enfance, au moment où ses fonctions étaient en train de s'installer, au moment où le cerveau était en train de se maturer, il a pris plusieurs chocs à la tête. Et on n'était pas capable de le voir sur le moment parce qu'il répondait aux attentes d'un enfant de 8 ans. En revanche, dans le développement, on commence à voir que ce n'est pas tout à fait optimal. D'accord. Donc c'est très insidieux, la commotion cérébrale et le traumatisme crânien chez l'enfant, et c'est là où il faut être hyper vigilant. Donc chez le petit, c'est particulièrement fragile, chez la femme aussi, et puis après, il va y avoir effectivement cette hypersensibilité au choc qui là est inexpliquée, inattendue. Est-ce que c'est des formes un peu familiales? Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques qui prédisposent à l'hypersensibilité, au traumatisme crânien léger? Tout ça, c'est tout un tas de champs de recherche qui sont en cours d'exploration, mais clairement, il y a probablement des facteurs aussi de prédisposition génétique à la moins bonne tolérance au choc et à la plus grande symptomatologie. D'accord. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des facteurs qui seraient favorisants à la récupération, voire même qui seraient préventifs, soit à, je vais pas dire ne pas en avoir, mais en tout cas à diminuer la gravité de la commotion? C'est probable, mais là, effectivement, on va rentrer après dans des considérations qui sont non éthiques parce qu'il s'agira de faire de la sélection génétique de qui est en mesure. C'est des choses qui sont assez... qui sont déjà visibles dans certains sports. Quand on sait que les athlètes, notamment sur les marathoniens ou bien les athlètes comme ça de 300 mètres, on sait qu'il y a pour certains, ou les gymnastes, des prédispositions physiologiques, à des injustices physiologiques pour que leur corps réponde mieux aux critères de performance de ces sports.
Et donc, on ne va pas les sélectionner sur ces critères. Néanmoins, on sait qu'il y a une injustice génétique à la base et qu'il suffit qu'il y ait un tendon qui soit un peu plus long ou un peu plus court, ce sera mieux. C'est pareil pour les sports à risque de choc à la tête. Si on commence effectivement à rentrer dans ce champ de facteurs à risque et de facteurs prédisposants ou de facteurs protecteurs vis-à-vis du choc, on va commencer à faire de la sélection en fait, génétique sur quel athlète sera moins à risque. Mais il y a effectivement probablement des choses qui nous protègent certains et qui nous mettent plus en danger pour d'autres. Là, on n'est plus du tout éthique. Dans la télésélection, bien évidemment. Moi, je pensais en fait à 2 facteurs qui sont complètement dissociés. Le premier, c'est est-ce que le fait d'avoir une musculature au niveau cervical peut favoriser, enfin, en tout cas, diminuer le risque ou en tout cas la gravité de commotion. Et le deuxième facteur auquel je pense, c'est la créatine. On en parle assez souvent. Est-ce que c'est plutôt préventif? Est-ce que c'est plutôt curatif? Alors, en termes de curatif, finalement, on n'a pas vraiment d'idée de ce qui est curatif. Ce qui est clair, c'est que oui, c'est préventif d'aller de prendre ces compléments. Nous, souvent, on recommande des compléments alimentaires dans les suites de la commotion cérébrale parce qu'on sait que ça favorise effectivement comme lesquels notamment les oméga 3. Ça aide pas mal. Les anti-inflammatoires naturels comme la curcumine. Voilà, c'est des choses qui sont favorables. Après, est-ce que ça aide? À quel point ça change les choses, on ne sait pas, mais ça serait plutôt... C'est des facteurs favorisant quand même, aidant la récupération spontanée. Après, oui, effectivement, qu'il y a des choses qui sont à renforcer pour éviter le traumatisme crânien léger. La musculature axiale, c'est déterminant. C'est évident que plus la musculature axiale est renforcée au niveau du cou et moins la charge d'impact va être intense et mieux sera protégé le cerveau, forcément. Mais on aurait tendance à dire, très bien, dans ce cas, allons-y, on fait un max de renforcement de la chaîne cervicale chez des ados. Alors qu'on sait qu'il ne faut surtout pas faire ça parce qu'ils sont là aussi encore en cours de maturation physiologique et que ce serait inapproprié et que ce serait entraîner un risque de blessure, d'autres types de blessures chez ces jeunes que de vouloir les protéger d'une commotion cérébrale par un renforcement musculaire inadapté à leur immaturité physiologique. Tout comme faire un renforcement hyper intense d'un autre membre risque d'entraîner d'autres types de blessures. En fait, tout est un jeu d'équilibre. On sait qu'effectivement, un rugbyman qui est bien renforcé au niveau axial et cervical, c'est quand même plus prudent. Et effectivement, c'est des choses qui sont recommandées par les médecins d'équipe et les kinés d'équipe d'aller chercher, selon les postes, à renforcer plus tel ou tel segment. Ok. Et est-ce qu'il y a des erreurs assez courantes que tu vois qui sont effectuées après une commotion? Oui, la reprise. Le retour au jeu trop précoce. Le retour au jeu. Moi, je me sens bien, j'y retourne. Et j'y retourne comme ça, de façon immédiate et explosive. Je retourne au match direct. Alors, pour les athlètes de haut niveau, encore une fois, ce risque est complètement écarté parce que, en tout cas presque complètement écarté parce qu'ils sont super suivis et que le but c'est effectivement d'éviter ce genre d'écueil. Pour les sports à risque bien encadrés. Néanmoins, les athlètes de haut niveau qui ne pratiquent pas un sport dit à risque, par exemple, ça nous arrive d'avoir des véliplanchistes qui sont sur foil, qui vont à des vitesses quand même très importantes et qui sont casqués d'ailleurs, qui font des chutes sur l'eau avec traumatisme crânien léger et qui n'ont pas d'encadrement spécifique pour ça et pas une très très bonne connaissance de ce type de pathologie, qui vont retourner direct à l'eau comme ça en pleine intensité et qui risquent de se blesser. Et soit de renouveler une commotion, soit de se blesser pour autre chose parce qu'il y a là aussi un manque de discernement, une
des capacités attentionnelles et cognitives qui ne sont pas encore au taquet comme elles l'étaient avant d'avoir ce choc, et donc qui se mettent en danger de blessures secondaires ou de second impact. Pour les amateurs, c'est hyper insidieux parce que si on n'est pas allé voir le médecin, que le médecin ne nous a pas donné les recommandations à suivre de repos, puis de reprise progressive, ben on se dit je vais bien, j'y retourne. Et donc là, on a un risque de blessures secondaires, de second impact et de syndrome commotionnel prolongé par justement la multiplicité des commotions cérébrales qui auraient lieu. Ok. Et donc le risque de revenir précocement, est-ce qu'il est en lien avec le fait, je sais pas, d'avoir une surcharge cognitive ou autre, peut-être des impacts mineurs, je pense que, je sais pas, un coup d'épaule dans le foot, mais qui serait complètement hors commotion, ou est-ce que le risque, c'est seulement le second impact? Non, le risque, c'est effectivement qu'un petit impact vienne. D'abord, c'est toute la charge physique qui va venir. On le voit dans la récupération progressive chez des gens qui sont des athlètes surentraînés, dont c'est le métier de faire travailler le corps au quotidien. On voit bien que selon la fréquence cardiaque qui a été déterminée comme étant le seuil du programme du jour à atteindre, parfois, c'est des tout petits niveaux qui viennent déjà entraîner des céphalées, des maux de tête. Maux de tête qui n'auraient absolument pas lieu dans les mêmes circonstances en dehors de cette période sensible de récupération de la commotion cérébrale. Donc, ce n'est pas du tout uniquement le risque d'un second impact, c'est vraiment le risque d'une blessure secondaire parce que, oui, on a tout à coup des maux de tête, des troubles de l'équilibre et qu'on n'est pas bien placé sur le terrain et qu'on va être hyper fatigué. Et tous ces symptômes, en général, font que l'athlète lui-même s'inquiète et s'arrête. Il n'atteint même pas d'avoir la charge max pour se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout à l'heure, tu parlais de multiplicité des chocs, on a parlé d'enfants. J'aimerais avoir ton point de vue sur, moi qui suis issu du football, très vite on fait du jeu de tête. Je sais que c'est un peu dans la tourmente, un peu controversé par certains. Quel est ton point de vue là-dessus, sur le jeu de tête en général et encore plus chez l'enfant? Oui, alors effectivement, ça c'est un sujet qui est très sensible en ce moment. Heureusement qu'on fait la lumière de plus en plus sur ces questionnements-là, surtout chez l'enfant, parce qu'effectivement les répercussions ne sont pas du tout les mêmes. Je sais qu'en Belgique, désormais, la tête chez l'enfant est interdite. Jusqu'à quel âge, tu sais? Alors, j'avais regardé ça il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on travaille aussi avec l'OM. Notre groupe intervient auprès de l'OM pour les pros et pour le centre de formation. Donc, je ne les ai plus en tête, ces données-là, mais en tout cas, je sais que la fédération en Belgique y a réfléchi et a statué sur l'interdiction de la tête chez l'enfant. Ce n'est pas le cas encore en France et c'est à l'appréciation des coachs et à la sensibilité de chacun à ces questionnements-là. J'espère qu'ils seront sensibilisés après. J'espère aussi. Moi, je ne suis pas pour. Mais tout est forcément relatif. Il s'agit d'apprendre une bonne technique. C'est pareil avec une technique de plaquage. Le problème de la commotion cérébrale dans le rugby, la plupart du temps, la commotion, elle arrive sur un plaquage raté. Il y a effectivement de la collision, il y a effectivement un coup de coude dans la tête. Il y a plein de facteurs qui entraînent une commotion cérébrale, mais la plupart du temps, ça reste quand même le plaquage. Et souvent, c'est le plaquage pas erreur technique, mais plaquage qui peut être imparfait, trop haut, trop bas, on se prend un coup de genou dans la tête. C'est pas forcément, c'est parfois une erreur technique et pas forcément une intensité de choc. Et donc ça, c'est ce qu'on voit le plus chez les amateurs. C'est moins vrai chez les pros parce qu'ils sont surentraînés et que le geste est millimétré. Il y a un tel entraînement à la réalisation de ce geste qu'effectivement, souvent, la réalisation est parfaite et c'est davantage parce que l'intensité va être extrême qu'on va avoir une commotion que par erreur technique. Mais chez les amateurs et chez les enfants, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout dans cette
compétence, cette recherche parfaite de la compétence. Et donc, on va risquer de se mettre en danger par erreur technique. Donc, il faut apprendre à faire le geste, malgré tout. On peut pas se... Ça fait partie des règles du jeu. On pourrait se dire, on arrête effectivement tout sport à risque, parce que c'est à risque. Mais le bénéfice quand même de faire du sport est reconnu. Le bénéfice cardiovasculaire, le bénéfice psychologique et le bénéfice social, être inclus dans un groupe, voir du monde. Ce serait trop dommage de se passer de tous ces sports qui, pendant des années et des années, ont perduré malgré les risques. Néanmoins, ce serait dommage de se passer de notre connaissance désormais médicale et scientifique de ces sujets. Mais il est évident qu'il faudrait réussir à limiter l'exposition au risque de blessures à la tête chez les plus jeunes qui sont les plus à risque. Donc la tête chez le jeune à éviter. Quel que soit finalement le sport, on évite d'engager la tête trop tôt. Et après, travailler la technique pour être certain de ne pas se blesser. Et puis ensuite, c'est comme dans la vie quotidienne, les blessures, ça arrive. C'est bête, la plupart du temps, c'est une erreur idiote et ça arrive et on ne peut pas réduire le risque à zéro. Et là, on est sur le phénomène de détection, d'alerte, comme on en parlait. Voilà, et là, on va être sur, au-delà de la prévention, on va être sur le respect d'un repos et d'une reprise progressive pour être certain de ne pas avoir un risque de second impact, parce que ça arrive sur le terrain. C'est des petits jeunes ou des amateurs, une tête, ça passe inaperçu, on n'est pas bien, un peu sonné, puis on y va quand même, et puis parce qu'il y a la pression sociale, parce qu'il y a l'émulation, le manque de discernement parfois, on prend un second impact pendant le même match, et là c'est plus du tout la même histoire. Le second impact, c'est quand même, ça peut être fatal. Donc c'est quelque chose dont il faut absolument être informé, et il faut pouvoir retirer le joueur avant qu'il soit exposé à un risque de second impact. Je voudrais te parler donc des deux témoignages que j'ai. En premier, j'aimerais te parler d'Arthur. C'est un joueur que j'ai eu à l'Olympique Lyonnais et qui récemment non, ça fait depuis bientôt 1 an et demi, presque 2 ans, en octobre 2023, il a eu une commotion après avoir subi un tacle et l'arrière de son crâne a tapé le sol. C'était lors d'un entraînement et il a plusieurs questions. La première, c'est quels sont les signaux d'alerte qui indiquent qu'une commotion a été mal soignée? Alors, compliqué. Mal soigné, ça voudrait dire qu'on peut soigner une commotion. C'est pas vraiment la réalité. On ne peut pas réellement soigner une commotion. On n'a pas de traitement, on a des techniques de rééducation, de plus en plus de prise en charge, mais la commotion, ce qu'il faut, c'est surtout respecter tous ces critères de repos et de reprise progressive. Ce qui pourrait nous laisser penser que ça n'a pas été fait, c'est effectivement de regarder dans le passé de cet athlète et de voir est-ce qu'il est retourné au jeu, est-ce qu'il a eu plusieurs commotions, dans quel délai, est-ce qu'il a respecté une reprise progressive, est-ce qu'il a eu des symptômes au cours de sa reprise progressive, est-ce qu'elle a malgré tout poursuivi alors qu'elle aurait dû s'arrêter à un niveau d'intensité tolérable avant de poursuivre. Voilà, c'est plutôt analyser dans l'histoire de sa maladie qu'est-ce qui n'a pas été respecté plutôt que qu'est-ce qui n'a pas été soigné, parce qu'encore une fois, on ne le soigne pas vraiment. Ça devrait rentrer dans l'ordre naturellement, les commotions. C'est pas... effectivement, ça n'est pas négligeable, c'est vraiment quelque chose auquel il faut être extrêmement vigilant, mais il faut y être vigilant parce que justement le non-respect de ces critères de récupération progressive entraîne un risque de chronicisation des symptômes et un risque de persistance d'un tableau clinique gênant après plusieurs mois, et notamment d'un syndrome commotionnel prolongé. Et c'est souvent chez ces personnes qui se plaignent d'un syndrome commotionnel prolongé, la plupart du temps, c'est parce que ces toutes premières phases n'ont pas été correctement respectées, n'ont pas été correctement observées. Il peut arriver que ce soit bien observé et que malgré tout,
ça persiste. Et alors là, malheureusement, on a affaire probablement à un patient qui est hypersensible au choc, hein, hypersensible au traumatisme et qui fait partie de cette frange de la population qui va avoir beaucoup de peine à récupérer et qui va rester très symptomatique. Il y en a, c'est vrai, ça existe, mais la plupart du temps, ça récupère et ça récupère spontanément si on respecte bien les critères. D'accord. Dernièrement, il y a Chabal qui est intervenu en interview. Alors, pour être honnête, je ne l'ai pas vu, j'ai juste vu un peu des highlights qui sont passés, où il explique je crois qu'il a zappé toutes les hymnes nationales qu'il a pu vivre. Et en fait, mon joueur me demandait, est-ce qu'il faut craindre un impact à long terme sur le cerveau, et notamment peut-être de vieillissement cérébral précoce, voire même de pathologies dégénératives? Ben oui, effectivement, malheureusement, ça fait partie effectivement des risques de maladies neurodégénératives à long terme. On sait que dans les maladies neurodégénératives, quand on est en cours de diagnostic de ces pathologies-là, on va venir chercher les antécédents de traumatisme crânien. Et on va venir aussi chercher les antécédents de traumatisme crânien léger. Ça fait partie effectivement des interrogatoires lors des diagnostics de maladies neurodégénératives chez des patients qui se présentent parce qu'ils ont des troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration, des troubles du comportement à partir d'un certain âge. Mais aujourd'hui, on étudie carrément directement les populations d'athlètes qui ont pris des coups sur la tête et on sait de façon longitudinale, en étudiant ces populations sur le long terme, on sait qu'ils font partie effectivement directement d'une frange de la population plus à risque de développer des maladies neurodégénératives et notamment des maladies de type maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, des démences. Le risque est plus élevé lorsqu'on a eu une multiplicité de traumatismes crâniens légers. Donc ça serait plutôt en lien avec une multiplicité parce que dans le cas d'une chronicisation, la chronicisation peut être en lien avec une seule. Avec un seul choc, tout à fait, oui. Après, effectivement, les études en cours s'attellent à rechercher tous ces facteurs et à voir si le syndrome commotionnel prolongé est un facteur à risque de développer une maladie neurodégénérative. Est-ce que sur un seul choc qui entraîne un état de commotionnel prolongé, est-ce que ça favorise le risque de développer une maladie neurodégénérative? Très franchement, il n'y a pas de papier qui le dit, mais globalement, le syndrome commotionnel prolongé, c'est déjà une altération du fonctionnement cognitif et comportemental. C'est déjà un patient qui est gêné sur le plan de l'attention, de la concentration. Donc, ce n'est pas vraiment n'importe qui et il est forcément plus fragile sur le plan neurologique et donc plus à risque de développer des maladies neurologiques. Donc effectivement, ça demande d'être hyper vigilant. C'est les raisons pour lesquelles, dès le départ, il faut être super vigilant. On ne se rend pas compte qu'en fait, les répercussions, elles peuvent être à moyen, à long terme et à très long terme. Et puis, on parle de plus en plus aussi de l'encéphalopathie chronique post-traumatique, qui est une maladie qui, pour l'instant, n'a été mise en évidence que post-mortem sur l'étude des cerveaux d'athlètes de haut niveau qui ont été soumis à des commotions cérébrales et à des chocs répétés et qui, effectivement, est une maladie neurologique qui conduit au décès par atteinte neurologique et par dégradation neurologique précoce et rapide. D'accord. Ok. Et tu parlais de troubles de la mémoire. Oui. Et j'aimerais te parler de Manon Dauvergne, qui est une consoeur kiné, qui, elle, a fait une chute à vélo. Elle était à 30 km/h et elle me raconte, en fait, tout simplement avoir passé au-dessus et avoir voltigé sur 4 mètres. Et elle me racontait avoir perdu toute mémoire autour de sa commotion, de l'événement, alors qu'au début, elle se souvenait de l'accident. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est arrivé sur le tard. Oui. Elle se demandait qu'est-ce qui se passe d'un point de vue cérébral dans ces cas-là. Alors là, en ce qui la concerne, déjà, je pense que le traumatisme est bien au-delà d'une commotion cérébrale. Un traumatisme de vélo à 30 km/h avec un soleil complet, on est probablement déjà dans un traumatisme crânien modéré. L'amnésie
traumatique, elle est assez classique. Hein. C'est une amnésie qui entoure l'événement. Ça peut être quelques heures avant, quelques heures après. On se souvient du moment où on est dans le camion de pompiers, mais tout ce qui s'est passé avant. Donc c'est une amnésie rétrograde de l'événement. Et en général, c'est assez classique. Pour certains, ça peut récupérer. Le phénomène inverse de perdre l'événement alors qu'on s'en souvenait, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais constaté chez un patient. Mais ça pourrait s'apparenter donc à une amnésie effectivement rétrograde. On perd des épisodes de sa propre vie, c'est assez rare, hein. Ça s'observe dans certaines maladies neurologiques. Bon, ça vaut le coup de bilanter un patient qui se plaint comme ça pour vraiment comprendre où se trouve le déficit. Parce que la mémoire, c'est quelque chose de très, très complexe. Il y a plein de types de mémoire différents. Il y a beaucoup de processus qui rentrent dans de processus alternatifs qui ne sont pas des processus mnésiques, mais des processus exécutifs qui vont venir rentrer dans l'encodage de l'information. Et donc parfois, on a des troubles de la mémoire qui ne sont pas fondamentalement liés à la mémoire elle-même, mais qui sont plutôt liés à la capacité à apprendre. Des troubles de l'attention qui vont venir empêcher les fonctions mnésiques de se mettre en place. Donc là, il faut être hyper prudent. On ne peut pas faire de diagnostic comme ça à l'emporte-pièce sans avoir vu, sans évaluer. Mais ça vaut le coup de venir faire un vrai bilan neuropsychologique pour voir où se situe réellement la difficulté de la patiente. Est-ce que ça relève réellement de la mémoire? Est-ce que c'est évolutif? Si c'est réellement la mémoire, de quel type de mémoire il s'agit? Si ce n'est pas la mémoire, de quel type de fonction il s'agit? Est-ce que cette fonction se rééduque? Est-ce que ça se prend en charge? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'effectivement ça se manifeste comme ça à distance? Mais ce qui est clair, c'est qu'effectivement, dans les traumatismes crâniens, on a souvent une amnésie de l'événement. On a souvent des difficultés attentionnelles et des difficultés de mémorisation, des difficultés qu'on va appeler de mémoire antérograde, cette capacité à apprendre une nouvelle information qui sont parfois altérées. Et donc, ça vaut le coup de faire une évaluation bien propre pour savoir où se situent les déficits et comment est-ce qu'on peut les rééduquer surtout. D'accord. Et tout à l'heure, on parlait de biomarqueurs, tu as parlé de tests salivaires. Oui. J'ai l'impression que c'est un peu des nouveautés, un peu des choses qui sortent de vos travaux, à tous les professionnels qui travaillent là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et sur le futur de tout ça? Alors heureusement, il y a plein d'avancées effectivement technologiques grâce à notamment des groupes de travail comme le nôtre et des équipes scientifiques qui ont des accès à des méthodes scientifiques très élaborées. On commence à avoir de nouveaux outils qui seront ensuite proposés à la population générale. Les biomarqueurs, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon systématique. Pour autant, ça commence à être vraiment de plus en plus employé au niveau des équipes professionnelles qui sont à risque de traumatisme crânien léger. Donc on a effectivement le dosage des biomarqueurs sanguins, le dosage des biomarqueurs dans la salive, mais aussi l'imagerie. L'imagerie, même si, je te disais au début, la commotion cérébrale, c'est un dysfonctionnement neurologique temporaire qui est fonctionnel et non structurel, on ne voit rien de l'imagerie, pour autant on commence à avoir des séquences d'acquisition très particulières en IRM qui permettent de mettre en évidence des dysfonctionnements ou en tout cas des fonctionnements différents de ce qu'on est habitué de voir à l'imagerie chez un patient, enfin chez un sujet lambda et non pas chez un patient. Et donc ça, c'est des choses qu'on commence à développer et à voir, notamment sur des imageries qui sont très très puissantes, des IRM. Nous, on travaille maintenant avec une IRM 7 Tesla, il n'y en a pas beaucoup en France. C'est pas de l'IRM clinique, c'est pas ce qu'on fait quand on arrive aux urgences. Il n'y a pas d'accès à une telle IRM pour une personne qui s'est blessée et qui arrive par les urgences. Là, c'est vraiment de l'IRM de recherche. Et grâce à ces séquences d'acquisition, on peut faire de l'IRM fonctionnel et voir vraiment comment fonctionne le cerveau sur le moment même et quelles sont les séquences d'acquisition qui nous permettent d'objectiver un fonctionnement différent du cerveau dans son fonctionnement habituel quand il ne s'est rien passé. Donc on commence à avoir de plus en plus d'examens quand même objectifs qui nous permettent
de dire il se passe bien quelque chose. C'est finalement très insidieux, souvent invisible parce que malheureusement la clinique quotidienne ne nous permet pas d'avoir accès à tous ces examens, mais de plus en plus on raffine, nous scientifiques, des protocoles très spécifiques qui nous permettent de mettre en évidence les choses, et donc tout ça a pour objectif ensuite d'être employé pour la population générale et pour le traumatisme crânien en général, quelle que soit son origine, que ce soit sur les terrains de sport ou que ce soit dans la vie quotidienne. Donc on va vers quand même le développement d'outils diagnostiques qui nous permettent d'objectiver. Et est-ce qu'on peut, entre guillemets, espérer avoir des outils très accessibles? Oui. Donc on parlait des signaux au tout début sur le terrain qui peuvent nous alerter. Est-ce qu'on peut espérer, je sais pas, des outils qui peuvent véritablement encore plus nous aider, notamment pour sortir un athlète de sa pratique? Tout à fait. Alors c'est le but de tous ces travaux de recherche. C'est notre objectif, nous, dans le BIGS, de travailler avec justement les rugbyman, les footballeurs, les hockeyeurs, pour développer des protocoles qui nous permettent, si vous voulez, là, en fait, nous, on a la chance d'avoir accès à des populations qui sont à risque, donc qui viennent fréquemment parce qu'ils ont eu une commotion cérébrale, un traumatisme crânien léger. Ça nous permet finalement d'étudier le traumatisme crânien léger et pas forcément l'athlète. C'est pas qu'il soit rugbyman, footballeur, hockeyeur, finalement c'est pas ce qui nous importe, même si la cinétique du choc va être différente, c'est pas vraiment ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est d'avoir un cerveau qui a pris un choc, parce que ce qu'on voudrait, c'est pouvoir appliquer tout ça à la population générale, quelles que soient ses origines, que ce soit un sportif ou non. Le traumatisme, on l'a vu, le traumatisme crânien, combien c'est fréquent dans le monde par an et combien ça mérite l'attention du public et donc l'attention médicale et scientifique. Donc effectivement, l'objectif, c'est de développer des outils grâce à ces populations qui sont très exposées au risque de commotion, de développer des outils qui vont ensuite pouvoir être utilisés sur le bord du terrain facilement, mais aussi utilisés dans des services d'urgence pour diagnostiquer des gens qui arrivent et qui se plaignent et chez qui actuellement on va faire un scanner, si on pousse vraiment peut-être une IRM, mais encore une fois, comme c'est non structurel, on n'y verra rien, donc les gens vont rentrer chez eux et puis 2 jours après, 3 jours après, ils vont continuer à se plaindre de ne pas être... Ils vont peut-être pas oser, en plus de ça, revenir. Ils vont se dire, donc non, ça va nous permettre un tri qui sera plus évident. Exactement. Et donc ces outils, pour l'instant, nous, on a des machines énormes de protocoles où on vient faire de l'IRM, du dosage de biomarqueurs, on vient faire de la pupillométrie, de la réactivité de la pupille, on vient faire des tests cognitifs, des batteries de tests cognitifs qui sont très, très importantes, très exhaustives. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Des examens oculomoteurs, des examens vestibulaires qui sont extrêmement importants, mais qui ont pour objectif de corréler. Toutes ces datas, en fait, sont corrélées pour arriver à en extraire la substantifique moelle de ce qu'il faudrait venir observer pour pouvoir prédire, ou en tout cas pour pouvoir diagnostiquer et prédire une récupération, et donc le faire avec des outils plus faciles. On est vraiment en train de chercher à faire des corrélations entre l'imagerie et le dosage de biomarqueurs, entre l'imagerie, le dosage de biomarqueurs et les tests cognitifs qui pourraient être développés sur des tablettes. Et donc on réduit comme ça la complexité à un outil qui nous permettrait d'être à la fois facile d'accès, peu cher, condensé et éventuellement facile d'utilisation sur le bord du terrain pour effectivement faire du diagnostic précoce et des recommandations déjà de prise en charge. Donc tout ce qu'on fait nous là, c'est de la méga machine qui est réservée à une population d'études et qui nous permet d'étudier le traumatisme crânien léger, et ça a pour objectif de développer des outils qui seront beaucoup plus rapides d'utilisation, beaucoup plus simples, beaucoup moins onéreux, beaucoup moins lourds pour un patient qui déjà est pas bien et en plus se retrouve dans un tube d'IRM pendant 1 heure. C'est pas l'idéal, quoi. Et surtout, c'est pas adapté.
Ouais, comme tu expliquais. Ce dont tu me parles, ça me fait penser à certains épisodes que j'ai pu faire, notamment avec Romain Bordas, pardon, Oui, qui est orthoptiste du oui, côté de Lyon. Tu travailles avec tout lui? à fait. Non, je ne Non, travaille mais pas tu avec lui, vois. mais je connais ses travaux, je Ok. le rencontre lors des Et congrès, effectivement, oui, oui. bah, je mettrai le lien dans la description et ça me fait penser aussi à Anthony Lespade qui a aussi un travail sur tout ce qui est cérébral. Donc Oui. je mettrai tout ça en lien dans la description. Et justement, j'aimerais te poser ma dernière question, ma question passe décisive. Mhm. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Alors, je ne suis pas encore une grande experte de tes podcasts, je ne les ai pas encore tous écoutés, mais je pense que si on reste dans les professionnels de santé qui entourent les athlètes de haut niveau, je pense qu'entendre un préparateur mental, Mhm. c'est vraiment intéressant. Bon, là, c'est ma marotte de neuroscientifique et qui apprécie particulièrement qu'on se base sur les neurosciences pour trouver des nouvelles méthodes de fonctionnement au quotidien. Moi, j'aime pas trop qu'on parle d'amélioration de la performance. Je trouve ça toujours un peu vilain de toujours vouloir être performant pour tout, mais il n'en est pas moins que c'est intéressant d'aller regarder et de voir comment les neurosciences peuvent nous aider. Et je crois qu'il y a vraiment des préparateurs mentaux qui se penchent là-dessus. Il y en a une notamment qui s'appelle Peggy Dursor, qui est préparateur mental avec les danseurs de l'Opéra de Paris. Et là, c'est vraiment peut-être un grand écart avec les athlètes, ou en tout cas les spécialistes des athlètes que tu interviews d'ordinaire. Et puis après, il y a quelqu'un que j'aime bien aussi, qui est très chouette. Bon, moi, je cite des femmes, hein. Je viens avec mon background de femme. Une fille qui est coach d'haltérophilie, qui s'appelle Morgane Andrivet, qui est une super coach, qui est non seulement très au fait de tout ce qui est préparation physique, mais aussi préparation mentale, et puis surtout qui est très sensible à tout un tas d'autres causes qui entourent l'athlétisation. Donc c'est quelqu'un de très intéressant et au-delà d'être très sympa. Trop cool, bah merci pour tes recommandations. J'ai déjà interviewé pas mal de prépas mentaux, mais pour autant, chacun avec leur spécificité, l'apport qui était différent, et puis dans des disciplines souvent complètement différentes. C'est marrant que tu parles de danse parce que je me suis occupé récemment du ballet Preljocaj sur une petite intervention. C'est quelque chose que j'ai découvert complètement parce que je ne connaissais pas du tout cet univers, mais ça a été super chouette. Si tu devais passer un message sur une phrase ou deux pour synthétiser un peu notre échange et faire le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais? Je pense qu'il faudrait garder en tête qu'en cas de doute, il n'y a pas de doute avec le cerveau. Le traumatisme crânien léger, ce n'est pas fondamentalement grave, mais que ça mérite d'être pris au sérieux. Et que pour le prendre au sérieux, il faut savoir retirer un athlète, quel qu'il soit, professionnel ou amateur ou enfant, du jeu, et respecter les critères de repos et de reprise progressive. Et ensuite, dans la grande majorité des cas, tout revient en ordre. Ouais, d'être humble par rapport à ça et tout ce qui est sur le cerveau. Ok, bah merci beaucoup Alizée. Merci à toi. Merci à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux laisser un petit commentaire sur un témoignage de ce que tu as pu vivre, voir sur un terrain ou autre, bah, n'hésite pas, on y répondra avec grand plaisir. Sinon, les épisodes sont tous les mercredis à 18 h avec une alternance d'épisodes en interview comme ici ou en épisode solo. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!